Bonjour, pour cette deuxième série d'histoire de jazz, Francis et moi avons décidé de discuter autour de Monk. Alors pourquoi Thelonious Monk? Parce que nous sommes tous les deux d'accord avec le célèbre caricaturiste Ciné quand il dit « Je ne pourrais pas être ami avec quelqu'un qui n'aimerait pas Thelonious ». Et d'ailleurs, pour nous mettre dans l'ambiance, Francis va nous interpréter une composition qui a été écrite en 1947 et qui est typiquement monkienne, je pense, dans l'ambiance, qui est Off Minor. Off minor. Nous avons découpé les émissions consacrées à Thelonious Monk en trois parties, hein. La première, la dernière partie, pardon, sera consacrée à son piano, son jeu de piano, etc. La deuxième sera consacrée à ses enregistrements et à la discographie. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de sa vie pour remettre un peu Thelonious Monk dans son contexte. Alors, Thelonious Fear Monk est né à Rocky Mount en Caroline du Nord le 10 octobre 1917. Et en fait, il a un nom qui est déjà, et un prénom, un patronyme qui est déjà prédestiné, puisque on dit Thelonious Fear Monk, c'est comme ça qu'il a été enregistré. Thelonious était en fait le prénom de son père, et c'est déjà un prénom qui est assez rare et bizarre, comme va l'être la musique de Thelonious, Oui, n'est-ce pas? Monk, c'est en anglais, ça veut dire le moine, et les moines suivent leur voie, et en fait Thelonious, pendant toute sa carrière, va faire un peu comme un moine, il va suivre sa voie, qui est sa propre musique, c'est son absolu, sa musique. Et à la fin de sa vie, bon, bah, Thelonious va se mettre à tourner en rond, hein. Oui, Il va rester dans sa sphère, oui, qui est son deuxième prénom, ça, c'est qui était en fait le prénom de son grand-père maternel. Donc en fait, on voit que déjà son prénom prédispose l'homme à une carrière ou un avenir ou à quelque chose d'un peu particulier. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que en 1923, le père de Thelonious, il n'arrivait plus à s'adapter il était malade et il n'arrivait plus à s'adapter à travailler dans les champs de coton, que ce qu'il faisait en Caroline. Et donc, il décide de migrer sur New York avec toute sa famille.
Mais en fait, à New York, il s'installe près de Central Park, hein, dans la 63e avenue, pardon. Et ce qui est assez intéressant à souligner, c'est qu'ils ne vont pas à Harlem, qui était le haut lieu du jazz. Hein, Bien sûr, ouais. Là, ils sont à Central Park. Bon, ce qui est un peu logique, parce que ni le père ni la mère de Monk sont des musiciens. Mais le père de Monk, en fait, s'habitue pas du tout à New York. Et finalement, il décide de retourner vivre dans le sud, où il va vivre avec sa famille. Et donc, il abandonne la mère de Monk, pardon, avec ses 3 enfants. Hein, il y avait Marion, qui est l'aînée, la sœur aînée de Thelonious, qui est le deuxième, et puis Thomas, qui est le jeune cadet. Hein. Et donc en fait, bon, la Barbara, qui est la maman adorée de Monk, et ses 3 enfants vont vivre dans ce 2 pièces, et un 2 pièces qu'ils vont garder jusqu'en 1981. Donc c'est un 2 pièces qu'ils ont eu des années 20, donc jusqu'à 1981. Et dès 6 ans, en fait, Monk commence le piano, et c'est un enfant précoce. Alors, contrairement peut-être à certains musiciens, sauf tout le respect que je te dois, Francis, on dit souvent, bon, la musique et tout, etc., et ils finissent mauvais garçons, ce qui n'est pas ton cas, mais dans le cas de Monk non plus. En fait, Monk, non seulement à l'école, il est très doué, en particulier en mathématiques, mais en plus de ça, bon, il a déjà une stature impressionnante. Il faut savoir que quand il sera adulte, il fera 1m85 et au début, en tout cas, dans les 80 kilos, donc c'est un colosse. Et en sport, il est extrêmement doué, Monk. Mais c'est quand même la musique qui le passionne. En fait, il est fasciné par les sons. Et dès l'âge de 10 ans, finalement, il décide qu'il va se consacrer à la musique. Et cette décision de se consacrer à la musique, il la prend en particulier lorsqu'il y a une amie de famille qui leur donne un piano mécanique. Et en fait, il est fasciné par ce piano mécanique. Il se met à côté du piano mécanique et il écoute les sons. Et finalement, il prend des cours. Et il va prendre des cours avec un certain monsieur Wolf. Hein, et c'est ce monsieur Wolf qui va apprendre à Marion et à lui les rudiments du piano. Alors, à 16 ans, il faut savoir qu'il a été soutenu par sa mère dans sa carrière. Ça a été un peu le chouchou de sa maman. Hein. Et à 16 ans, il va monter son premier trio. Et tous les mercredis, en amateur, il va se présenter au concours de l'Apollo. Bon, le concours de l'Apollo, c'est un concours qui était très connu à l'époque. Hein, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, tout le monde est passé par le concours de l'Apollo. À ceci près que Thelonious, il a une chose de particulière quand même, c'est qu'il gagne tous les mercredis. Hein, il gagne tous les mercredis, donc au bout d'un moment, les organisateurs du concours de l'Apollo, ils disent non, hors concours, Thelonious. Et donc à cet âge-là, il a à peu près 17-18 ans, 19 ans même, il décide de se consacrer au piano de manière professionnelle. Donc c'est en fait parce qu'il gagne tous les concours amateurs de piano qu'il se consacre à cette musique. Et donc, pour gagner de l'argent, parce qu'il faut quand même qu'il vive, il décide de se joindre à une troupe de gospel, hein, qui est dirigée par une dame qui est guérisseuse, qui chante, etc. Et il les accompagne donc pendant sa tournée aux États-Unis. Bon, il faut savoir qu'il est habitué à ce genre de travail parce qu'il avait accompagné sa mère à l'église en jouant de l'harmonium. Hein, donc il passe de l'harmonium au gospel, bon, en accompagnant avec le piano. Bon. Et cette tournée est importante parce qu'il va rencontrer d'abord la pianiste très connue Mary Lou Williams. Oui, hein, bien sûr. Et Mary Lou Williams, c'est elle qui l'introduira à Panonica de Königswarter. On en reparlera par la suite. Mais c'est aussi pendant cette tournée qu'il rencontre Kenny Clarke, le célèbre batteur, hein, emblématique hein, dans le jazz. Et en fait, Kenny Clarke est quand même important parce qu'après 2 ans de tournée, Monk revient sur New York, parce qu'il est là de cette tournée, etc. Et Kenny Clarke l'introduit aux Mintons. Et le Minton, c'était un club de Harlem qui a été extrêmement connu parce que c'est l'un des foyers du bebop. Hein, c'est là la jeunesse du bebop. Et en fait, Kenny Clarke et Monk se retrouvent donc aux Mintons, où ils exposent leur musique quand même assez extraordinaire dans ce club. Ils vont au Monrose, qui n'était pas très loin. Ils vont écouter qui? Charlie Parker. Oui, et là, les deux, ils se disent, ah ben, Charlie Parker, qui viennent jouer avec nous aux Mintons, et ils payent de leur propre cachet, ils payent Charlie Parker pour qu'il se joigne à eux aux Mintons. Et là, les 3 vont fomenter la révolution bebop, hein, ce qu'on a toujours dit. Le Minton, c'est aussi important parce que c'est aux Mintons que Monk va rencontrer celui qu'on considère avec Lester Young comme étant le père du saxophone moderne, Coleman Hawkins. Et Bean, ou Hawk, comme on le prénomme, va dès le départ, alors que c'est quand même une ancienne génération, va dès le départ non seulement adhérer au mouvement bebop, entre guillemets, mais surtout, il va toujours être un ardent défenseur de la musique de Monk, à tel point qu'en 44 et 45, il va d'ailleurs proposer des engagements à Monk, et que c'est avec Coleman Hawkins que Monk, pour la première fois, va enregistrer. Donc on voit que cette rencontre avec Coleman Hawkins et Kenny Clarke a été fondamentale pour la carrière du pianiste. Alors, en 1947, c'est une date importante parce que Thelonious se marie. Et alors là, ça mérite qu'on raconte un petit peu cette histoire, parce que c'est assez rare dans le milieu du jazz de l'époque où les jazzmen sont des coureurs, hein, c'est bien connu. Et on pensera à notre première émission sur Duke Ellington, où Ellington était aussi un coureur. Et là, Monk, c'est pas le cas. Monk n'a jamais été vraiment coureur, hein, c'est pas son truc. Hein. Et en fait, avec Nelly, qu'est-ce qui se passait quand Monk était adolescent et qu'il jouait sur les terrains de basket, parce qu'il était très doué au basket, hein, de par peut-être sa taille, sa stature et son punch. Il y avait une petite fille qui était sur le bord du terrain de basket et qui l'a
admirait et qui était en admiration devant lui, et qui 15 ans plus tard va se marier avec lui, et c'est Nelly. Donc ils auront ensemble 2 enfants, hein. Il y aura Thelonious Junior qui a été un batteur assez connu et qui jouera avec son père à la fin de sa carrière, et Barbara, comme le prénom de la mère de Monk, qui a été la fille adorée de Monk et qui apparemment avait hérité des qualités pianistiques de son père et de création, mais malheureusement elle a été fauchée par un cancer à 29 ans, donc on n'a jamais pu entendre Barbara jouer. Bon, alors pourquoi Nelly, ça a été une perle pour Monk? Il faut savoir que Monk, toute sa vie, est resté un peu un grand enfant, ça a été accentué quand elle a eu ses troubles comportementaux, mais en fait Nelly a été très importante parce qu'elle va le traiter comme un enfant et surtout l'entourer de tous ses soins. Donc elle s'occupe de toutes les parties matérielles, elle est un peu son impresario, elle est un peu aussi, elle va jusqu'à prendre un travail de secrétaire quand la famille n'a plus de quoi vivre. Elle fait tourner cette maison parce que Monk lui en est incapable. Elle va jusqu'à lui lasser ses chaussures, lui faire ses nœuds de cravate, etc. Bon, Monk a toujours été un grand enfant et en fait Nelly va toujours remplacer un petit peu la mère et va avoir un peu ce rôle de mère-femme. Hein. Et il faut savoir qu'ils ont été toujours attachés l'un à l'autre jusqu'à la mort de Monk, à tel point qu'ils avaient même signé un pacte entre Nelly et Monk. Ils avaient dit, le premier de nous deux qui meurt, celui qui restera en vie ne parlera jamais de l'autre aux journalistes. Et ils ont tenu leur pacte, c'est-à-dire que Nelly n'a jamais souhaité répondre aux journalistes et parler avec les journalistes à propos de sa vie avec Monk jusqu'à sa mort, puisque Monk est mort avant Nelly. Hein. Bon, mais pourtant, le premier amour de Monk a été quand même une autre personne, qui s'appelait Ruby Richardson, qui était en fait une diététicienne et qui était amie de la grande sœur de Monk, Marion. Et en fait, Monk a été un amoureux transi de cette Ruby, comme dit la légende. Et c'est pour elle qu'il a composé en 1945 un célèbre thème que tu vas nous jouer maintenant, qui s'appelle Ruby My Dear. My Dear. Ruby ma chérie. Voilà, c'est beau. Alors voyons.
Donc en 1947, l'année de son mariage, Monk a 30 ans, puisqu'il est né en 1917, et il n'est toujours pas connu. Donc là, en fait, et pourtant, bon, en 1947, il va signer son premier contrat avec une maison d'enregistrement digne de ce nom qui est Blue Note, hein, et il va enregistrer ses premiers disques avec un batteur qui va devenir un de ses amis jusqu'à la dernière session en 1971, qui est Art Blakey, qui est connu parce qu'il a été le batteur des Jazz Messengers, hein, enfin, entre autres, hein, il est connu pour beaucoup de choses. Mais malheureusement, ces disques n'ont pas rencontré davantage de succès. Et donc là où finalement un Charlie Parker, un Dizzy Gillespie ou bien un Bud Powell rencontrent un succès avec la musique de bebop qui finalement vient aussi quelque part un peu de Monk, bah lui il n'en bénéficie pas, il reste tout le temps dans l'ombre et donc il est obligé de cachetonner. Hein, et comme on dit dans le métier. Hein. Et comble de malchance, en 1951, il est arrêté avec Bud Powell en possession d'héroïne. Et donc il perd sa carte de cabaret qui lui permettait de jouer dans les cabarets à New York. Et ça, il la perd pour 6 ans, jusqu'en 1957. Et donc, bon, le côté très très négatif, c'est qu'évidemment, il ne peut plus jouer en club. Hein, et ça l'a frustré énormément. Mais le côté positif, c'est que pendant ce temps-là, il va enregistrer énormément pour Blue Note, hein, parce qu'il fait du studio énormément, et puis il peut faire aussi des tournées. Alors il y a un autre événement qui va l'affecter profondément, c'est en 1953, il perd sa mère, hein, Barbara, qui décède, et c'était sa mère adorée. Et ça va l'affecter, en plus à partir de ce moment-là, à peu près, ça coïncide avec l'apparition de ses premiers troubles psychiques hein, et comportementaux. Donc le seul rayon, je dirais, de soleil qu'il y a eu à cette époque, c'est sa rencontre avec Panonica de Königswarter, hein, la fameuse baronne qui a été protectrice de tous les jazzmen, et chez qui est mort Charlie Parker, qui a protégé Barry Harris, qui a été avec Teddy Wilson, etc. Bon, et elle va être très importante pour la suite pour aider la famille de Monk dans la fin de la vie de Monk, quoi. Hein. Et à cette époque aussi, il y a un petit épisode amusant. Il rencontre le pianiste Henri Renaud. Hein, qui est un pianiste français qui était assez connu. Et en fait, ils se promenaient sur les bords de l'Hudson et il dit « Oh, j'aimerais bien savoir aussi ce qu'il y a de l'autre côté de l'Atlantique. » Et aussitôt, Henri Renaud appelle Delaunay et lui dit bah, « Est-ce qu'on ne peut pas faire venir Monk? Il est là, il aimerait bien. » Bon, Delaunay avait bouclé le programme du Jazz Festival de Paris, donc finalement, il n'a pas pu venir cette année-là, mais en 1954, il organise une tournée avec Monk et c'est à l'occasion de cette tournée que Monk enregistre son premier disque en solo, entièrement en solo, hein, pour les disques Vogue. Et d'ailleurs un disque hautement recommandable. Alors l'année suivante finalement, donc dans les années 54, hein, il change de label et il passe chez Riverside. Hein, et là, on va enfin commencer à parler de lui. Parce qu'en fait, son premier album chez Riverside va être un album consacré à Duke Ellington. Hein. Orrin Knipnius, qui est la personne qui l'avait pris sous son bras pour faire un peu la production de ses disques, hein, va lui faire enregistrer ce premier album. Et c'est la première fois que Monk enregistre des thèmes qui ne sont pas de lui. Et il le consacre à Duke Ellington. Ce qui est rigolo, parce que c'était notre émission de l'histoire de jazz de la fois précédente. Hein. Il y a un lien. Et il y a un lien, il y a un grand lien. Et après, il va enregistrer un deuxième disque de standard, et puis à la fin, il enregistrera son disque qui va le faire connaître un peu de tout le monde, c'est Brilliant Corner, qui est son premier disque qui a réellement du succès. Alors, on va passer un peu ces années glorieuses, parce que finalement, c'est 1957 qui va être l'année charnière. C'est rigolo, parce que c'est à peu près l'année où Duke Ellington aussi revient sur le devant de la scène. Et ben pour Monk, c'est pareil. Hein. Après 6 ans de purgatoire, premièrement, il récupère sa carte de cabaret, donc il peut rejouer en club. Et là, surtout, ce qui est marquant, c'est qu'il va jouer au Five Spot, qui est un club qui est archi connu à New York, et où il va faire pendant des mois et des mois, tout le monde va faire la queue pour l'écouter. Pourquoi ? Parce que pendant ces gigs qu'il faisait au Five Spot, il joue avec Will Burware à la contrebasse, hein, c'est Shadow Wilson qui tient la batterie, mais surtout, c'est John Coltrane qui est au ténor. Et en fait, ça va être non seulement extrêmement important pour Thelonious Monk, mais également important pour John Coltrane, qui de lui-même, hein, de son propre aveu, avoue avoir appris énormément au contact de Thelonious Monk. Hein. Bon, la même année, il va passer dans une émission télévisée, donc on voit que Monk commence à devenir une petite star, hein, c'était The Sound of Jazz, et surtout, il va gagner le référendum Downbeat, hein, et qui est un référendum qui place là son compositeur, son musicien, etc. Alors, en 1963, quelques années plus tard, il fait même la une de Times Magazine. Et faire la une de Times Magazine aux États-Unis, c'est absolument exceptionnel, puisque le seul autre jazzman qui avait fait la une de Time Magazine à l'époque, c'était Dave Brubeck, et qu'il l'avait fait 10 ans auparavant, en 1953. Donc Monk, là, on peut dire qu'en 1957, il a vraiment atteint son apogée, il a vraiment atteint la reconnaissance qu'il méritait, mais il a 40 ans.
Bah oui, Autrement dit, il a attendu jusqu'à l'âge de 40 ans pour pouvoir, pouvoir enfin être reconnu à sa vie. Bon, à partir de là, sa carrière, elle décolle complètement, donc on ne peut pas tout détailler, les enregistrements, les tournées, les concerts, il n'arrête pas, hein, il est partout, il joue dans plein de villes, il fait des tournées au Japon, il fait des tournées en Australie, en Europe, enfin un peu partout. Et tout ça en plus, toujours avec des duos rythmiques, un basse batterie qui change assez souvent, et il n'y en a qu'un seul qui reste fidèle avec lui dans les années 57-58 jusqu'à 70, c'est Charlie Rouse, hein, le ténor. Hein. Donc voilà. Puis à partir de 64, le public continue d'apprécier ses concerts, mais les critiques lui reprochent d'être toujours dans la même routine. Il faut savoir que Monk a souvent joué en quartet, hein, voire en trio ou en solo, mais c'était souvent des petites formations, quintettes, bon parfois nonettes, etc. Mais c'était souvent de la petite formation, et il jouait essentiellement ses propres morceaux. Donc les critiques lui ont souvent reproché d'être s'être installé dans une routine après 63. Mais par contre, il avait tout le temps un bon accueil du public, hein, et tous ses disques se vendaient bien. Bon, il faut dire aussi qu'à partir de ce moment-là, il est hospitalisé de plus en plus souvent. Hein, parce que c'est vrai que ces troubles psychiques se multiplient, il erre dans les villes, il rate des avions, il fait les 100 pas dans un endroit, il se fait attraper par la police, on ne sait pas où il est, enfin ça devient un peu cauchemardesque. Hein. Et en 71, donc, il participe à la tournée des Giants of Jazz, hein, qui est organisée par George Wayne. George Wayne est assez connu parce que c'est celui qui a monté le festival de Newport. Hein. Et donc, l'idée de George Wayne à l'époque était de dire bon, je vais créer les Giants of Jazz, qui va regrouper un certain nombre de bebop. Hein, il y avait Alt McKibben à la batterie, il y avait, à la contrebasse, il y avait Art Blakey à la batterie, il y avait Dizzy Gillespie à la trompette. Bon, et puis il avait demandé à Monk d'être le pianiste. Parce qu'il faut savoir que George Wayne, jusqu'à la fin, est quelqu'un qui a été toujours très proche de Monk. Il a toujours invité Monk à venir au festival de Newport. Il fait partie de ces gens qui ont été qui ont toujours aidé Monk. Hein. Et la famille de Monk aussi, il va notamment contribuer aux funérailles de Monk à la fin. Et c'est l'un de ceux qui n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour aider Monk dès que Monk était dans le besoin. Donc, il faut dire que à ce moment-là, ça va pas très bien. La deuxième tournée des Jazz Giants, Monk ne dit pas plus de 2 mots pendant toute la tournée, qui dure quand même des mois. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il dit même pas bonjour quand il arrive. Il est méconnaissable, il est l'ombre de lui-même. Parfois même au piano, il joue plus et très très bien. Et ça, c'était en 72, hein, quand il ne parle plus. Bon, il fait un bref passage au Village Vanguard en 73, puis il se retire de la scène de jazz. Donc de plus en plus, il apparaît de manière épisodique. Hein. En 74, il joue au Carnegie Hall. Donc là, il fait un concert, une prestation qui est plutôt bien. En 76, il fait un retour remarquable dans un club, hein, au Avery Fisher, où là, il joue... c'est exceptionnel, tous ceux qui ont entendu ce concert. Puis après, c'est un désastre la même année au Carnegie Hall où il n'arrive pas à jouer, il fait pas n'importe quoi, mais bon, il est plus du tout dans le coup. Puis finalement, le jour de la fête nationale des États-Unis, le 4 juillet 1976, il se retire chez Panonica de Königswarter, dans sa maison de Mehoken, que d'ailleurs Monk lui avait fait acheter. Pour l'anecdote, c'est une maison... Parce que Panonica de Königswarter, comme elle avait toujours des jazzmen qui venaient chez elle, elle aimait bien être dans les hôtels, hein, au Stanhope ou bien au Bolivar. Et un jour, elle s'est fait jeter de tous les hôtels parce que les jazzmen venaient, faisaient beaucoup de bruit. Donc elle en a eu marre. Et c'est Monk qui lui a conseillé d'acheter une maison, cette maison en particulier, qui est une maison qui avait été construite en fait par Joseph von Sternberg, le célèbre cinéaste. Donc ils se sont installés. Alors au début, elle s'appelait Catsville, parce que les jazzmen s'appellent des Cats aux États-Unis. Donc c'est la ville des jazzmen, parce que tous les jazzmen venaient. Il y avait table de ping-pong, des instruments, donc ils se retrouvaient chez elle. Et après, elle est devenue Cat House, parce que Panonica de Königswarter, qui aimait beaucoup les animaux, avait une centaine de chats. Et en fait, il va être hébergé chez Panonica de Königswarter jusqu'à la fin de sa vie, puisque le 17 février 1982, à 8h30 du matin, malheureusement, Thelonious Monk décède d'une hémorragie cérébrale, sans avoir rejoué du piano depuis 1976 et sans avoir prononcé un seul mot, en tout cas jamais en public. Et en s'étant tu tout le temps, même Nelly et Panonica de Königswarter n'arrivaient pas à le faire parler. Alors il faut dire que le 30, c'était novembre 1988, Charlie Rouse et Panonica de Königswarter vont mourir le même jour. Assez curieusement. Ce qui me fait penser à ce que tu me disais tout à l'heure quand on était ensemble, on discutait avant l'émission, le côté sorcier de Monk. C'est vrai qu'il y a un truc troublant. Là, Panonica et Charlie meurent tous les deux le même jour. Bon, Nelly, par contre, elle va mourir en 2002 à 80 ans, en ayant tenu son pacte, c'est-à-dire en n'ayant jamais parlé de son mari après sa mort. Mais bon, on ne peut pas rester, avec l'humour qu'avait, la vitalité qu'avait Monk, on ne peut pas rester sur des notes si tristes. Donc je propose que tu nous joues un morceau qui va nous remettre un peu du baume au cœur. Hein. Même si c'est un morceau qui a été écrit en 1958 assez tard, tu vas nous jouer donc Rick Manning, hein, qui est un morceau titre évocateur parce qu'il montre bien l'importance
qu'il y a le rythme hein, dans la musique de Monk, qui est une composante fondamentale. Et en particulier ce morceau, qui est un morceau joyeux et pas facile à jouer. Et pas facile à jouer. À toi, Francis. Bon, alors ainsi s'achève ce premier épisode de l'émission consacrée à Thelonious Monk. Et donc nous vous retrouverons très bientôt pour de nouvelles aventures autour de Thelonious Monk. Au revoir Francis. Plus tard.